Donc bonjour à tous. Ah, encore des retardataires. Donc je m'appelle Florent Benoît, je travaille pour Serly. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter la solution Codenvie. Et donc, je vais essayer de vous donner envie de développer dans le cloud. Depuis le début de la journée, on voit des sessions en fait, où on vous pousse en fait, à utiliser le cloud, déployer dans le cloud. Et donc là maintenant, c'est l'étape ultime, c'est aussi déployer dans le cloud. Donc avant, première question aussi. Est-ce que parmi vous, vous développez déjà dans le cloud en fait? Est-ce que vous avez déjà utilisé ou développé, testé? Okay. Donc j'ai tout l'auditoire à convaincre du coup. Donc Codenvie en fait c'est une société qui a été créée en 2013. Alors il y a des employés qui sont dans quasiment 3 continents, donc à la fois aux États-Unis, en France, donc on est plusieurs de Serly à travailler aussi sur Codenvie. Et puis on a une équipe en Ukraine. Donc la solution aussi que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version IDE 3. Donc si vous allez tout de suite là maintenant en sortant sur le site de Codenvie, vous ne verrez pas du tout ce que j'ai présenté là. Mais ça arrive bientôt. Donc l'idée c'est de vous convaincre. Donc Codenvie en fait c'est une solution de développement logiciel. Donc ça va inclure en fait toutes vos solutions de développement, donc ça soit à la fois l'éditeur, mais aussi tout ce qui est build et ce qui est run. Donc la première chose que vous allez voir quand vous allez arriver sur Codenvie, c'est ce qu'on appelle le dashboard. Et donc avec le dashboard en fait, vous allez pouvoir créer des projets, importer des projets, mais aussi voir tous vos environnements d'exécution en cours, avoir des statistiques, par exemple quel est le projet qui est le plus utilisé en ce moment, etc. Et c'est aussi une solution de travail collaboratif. Donc si jamais vous avez un workspace dans votre environnement, vous voulez les partager avec quelqu'un, vous pouvez facilement en fait, inviter l'autre personne à venir sur votre projet, donc soit l'inviter en mode lecture seule, soit en mode écriture. Et donc seulement avec quelques clics, en fait, on peut partager l'environnement de développement. Donc l'autre partie en fait dans Codenvie, c'est l'éditeur. Donc c'est un éditeur classique que vous avez l'habitude de voir en tant que développeur Java, JavaScript, etc. Donc on a tout ce qui est disponible comme la code complétion. On a aussi la coloration syntaxique, donc pour tout un tas de langages, donc Java, XML, etc. Ceux-là, ils sont déjà bien connus. La grosse différence aussi, donc, je le rappelle, c'est qu'on va pouvoir avoir des boutons Run ou Build qui vont permettre d'exécuter ou de compiler le code que l'on a. Donc ici, là, c'était un exemple de code Java. Et donc, on va être capable de compiler avec Maven le code que l'on a et exécuter après ce code sur une plateforme. Donc, comme ce matin, il y avait aussi eu pas mal de sessions sur Docker, on va voir que Codenvie utilise aussi Docker. Une grosse différence aussi qu'apporte Codenvie, c'est ce qu'on appelle les factories. Donc, en règle générale, imaginez, vous commencez à développer votre petit projet chez vous, et d'un seul coup, vous avez un problème, et donc vous avez besoin d'aide, et peut-être que vous aimeriez quelqu'un qui arrive sur votre environnement et qui reproduise à l'identique ce que vous étiez en train de développer. Donc après, vous avez plusieurs solutions, soit vous dites, voilà, on commit dans un repository Git, etc. Mais est-ce qu'il va exécuter avec les mêmes versions des produits? Est-ce que ça va changer? Et donc on a le principe de factory qui va donc permettre, avec un seul lien HTML, de pouvoir en fait reconstruire l'environnement à l'identique. L'autre exemple que ça permet, c'est un tutoriel qu'on retrouve en fait à l'adresse qui est ici. Donc c'est comment configurer Tomcat 7 avec Eclipse. Et comme vous pouvez le voir en fait, ici c'est marqué Quick Start. Voilà. Donc c'est l'approche rapide. Voilà. Donc si on arrive au bout, on a peut-être quelque chose qui fonctionne.
Et l'autre différence, donc, c'est avec Codenvy, on a une URL, on envoie cette URL et on reconstruit l'environnement à l'identique. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire la démo. Donc là, je sélectionne en fait une URL qui est une factory Codenvy. Donc je lance. Donc là, on voit qu'on a donc notre projet qui est là. Et j'ai un bouton Run. Ah, cliquez au mauvais endroit. Et donc là, je suis capable de cliquer sur le bouton Run. Donc c'est une application Hello World, en fait, ça affiche quelque chose. Donc c'est une web app avec une page JSP. Et donc là on voit que on est capable donc avec une factory, avec un seul lien HTML, d'avoir en fait un environnement de développement qui s'est ouvert, les runners qui sont déjà disponibles, donc on peut directement développer l'application. Ouais. Alors en fait, alors là dans mon cas, si vous allez sur dev.box.com, en fait là c'est sur ma machine en fait. J'ai un environnement Codenvy qui tourne sur ma machine. Je vous montrerai tout à l'heure que en fait, on peut soit déployer Codenvy sur une entreprise localement, soit aussi sur Internet, quoi. Donc là, pour des solutions de maximiser l'absence de réseau, j'ai concentré le plus possible sur ma machine. Et je vais vous montrer aussi plus tard comment créer des factories simplement avec des outils en ligne de commande. Donc là, on voit aussi le dashboard que l'on peut avoir quand on se connecte sur Codenvy. Et donc, on voit que facilement, en fait, on a donc accès au nom du projet. Si jamais je souhaite partager le workspace avec d'autres personnes, je peux. J'ai accès en fait à tout ce qui est runner en cours d'exécution. Je peux savoir les factories qui ont le mieux marché et je peux voir des statistiques. Et puis, changer mon mot de passe éventuellement. Voilà. Donc là, je vais montrer aussi un peu quand même avant de vous remontrer pas mal de démos, la vision d'ensemble de Codenvy. Donc il faut savoir que Codenvy, c'était une architecture donc modulaire à base de plugins. Et donc on a à la fois des plugins côté IDE, donc on peut facilement rajouter des widgets côté IDE en développant ça avec la technologie Java et JWT. On peut aussi rajouter tout un tas de fonctionnalités grâce à une API REST qui peut être appelée facilement. Et au niveau de l'exécution est basée sur Docker. Donc c'est pour ça qu'on est capable aussi de reproduire à l'identique l'environnement d'exécution. L'autre avantage, c'est que vous avez pu voir avec toutes les présentations d'aujourd'hui sur Docker, Docker a aussi un registre d'images officielles. Donc si jamais il y a une image qui vous intéresse, vous pouvez réutiliser cette image pour déployer votre application sur cette image. Alors tout à l'heure, on m'a posé la question aussi, où est-ce que ça tourne là, Codenvy ? Donc dans mon cas là, j'utilise la version on-premise, qui est en fait une version de Codenvy que je suis capable d'installer. Donc là, je l'ai installé sur Mac, mais on peut l'installer en fait dans n'importe quelle entreprise et donc utiliser soit son infrastructure matérielle, mais on peut aussi déployer du coup cette version-là sur le cloud Amazon, sur le cloud Google, etc. Et donc
l'avantage aussi, c'est que cette solution est basée sur des scripts Vagrant ou Puppet, donc on peut aussi reproduire facilement à l'identique l'installation. Donc l'installation dans le cloud officiel Codenvi ou en entreprise est réplicable facilement. Donc là, maintenant, on va revenir, on va faire le petit Hello World en console. Donc je clique sur mon dashboard. Donc là, en gros, on a une petite classe Java. Donc c'est un IDE classique. Donc on peut voir aussi que si jamais je fais des fautes, ça devient rouge. Voilà, classique. Je peux corriger. J'ai accès aussi à la complétion. Voilà. Je registre, j'exécute. Oui, alors on a tout un tas de raccourcis clavier. Et donc l'autre alternative aussi, c'est que là, je suis en éditeur, on va dire classique, et je peux aussi aller dans les préférences de mon éditeur et dire par exemple que je vais y arriver. Donc si jamais j'ai du texte là, si j'arrive à je n'arrive pas à l'éditer. Je suis en VI, donc voilà, après je maîtrise pas trop. Mais en gros, on a donc tous les raccourcis clavier, donc je peux faire échappe, slash pour faire la recherche de... Voilà. Et donc on peut retrouver en fait tous les raccourcis clavier qu'on pouvait avoir sous VI ou sous d'autres éditeurs. Donc on a Vim, Emacs ou Sublime. Et donc pendant que je discutais, du coup, on a eu le run qui s'est exécuté. Et donc on peut voir ici sur la console que mes deux lignes ont été exécutées. On voit du coup aussi au-dessus qu'il y a les instructions Docker, et donc on a réutilisé des images d'exécution. Donc l'autre outil aussi qui est à disposition avec Codenvi, c'est l'outil en ligne de commande qui va vous permettre en fait d'administrer, d'exécuter, de voir aussi l'ensemble de vos workspaces, tout ça en ligne de commande. Donc maintenant on va essayer de passer à la démonstration. Et il faut savoir aussi que cet outil en ligne de commande est aussi modulaire et dynamique puisqu'il est basé sur Apache Karaf. Et donc, en fait, toutes les instructions, etc., sont regroupées à l'intérieur de Bundle OSGI. Donc, si jamais vous voulez rajouter aussi vos propres modules à cet outil de ligne de commande, vous pouvez facilement. Donc, maintenant, on va passer à la démo de l'outil en ligne de commande. Donc, quand vous lancez, en fait, il vous dit tout ce que vous pouvez faire. Donc vous avez soit un mode en fait ligne de commande classique, soit aussi un mode interactif. Et donc quand vous lancez le mode interactif, vous avez aussi du coup la complétion sur l'ensemble des commandes à l'intérieur. Donc vous avez l'application, enfin la commande list qui vous permet de lister en fait l'ensemble de vos projets. Là, l'outil aussi est multi-environnement. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, si je fais Codenvi Remote, j'ai ajouté en fait plusieurs environnements de développement Codenvi.
Et donc dev.box.com, c'est celui qui est sur ma machine, et le default, c'est celui qui est en ligne. Et donc quand j'utilise la commande list, on peut voir que dans la colonne remote, on a local, et puis on a default qui est en fait l'autre environnement. Donc ça permet en fait d'avoir un même outil pour administrer l'ensemble des environnements de développement. Donc on peut voir aussi que je peux du coup lancer par exemple l'exemple Hello World Console que je venais de vous lancer là. Donc je prends l'ID en fait qui est là, je le remets là, et je fais donc la commande code environ. Donc là en fait on utilise du coup le mode asynchrone, donc ça nous dit voilà quelque chose a été lancé. Si tu veux en savoir plus par exemple, il a foule en délire. Donc là en fait on peut voir des informations en fait sur le processus en cours. Donc on voit qu'il est à status new, ça veut dire qu'en fait, il n'a toujours pas été pris en compte. Là, stop, c'est que ça avait déjà eu lieu, et donc on a pu voir aussi les logs disponibles sur cet environnement. Et donc là, on voit nos deux traces qu'on avait tout à l'heure sur le Hello. Comme des fois, c'est un peu pénible d'attendre tout ça, où est-ce que c'en est, on a aussi le raccourci foreground, donc il va permettre de savoir et de s'arrêter et d'attendre tant qu'en fait l'exécution ne s'est pas déroulée, on attend et du coup ça nous affiche les traces. Donc il y a aussi le mode verbose sur la commande list qui nous permet en fait pour chaque projet dans le cloud de savoir son état. Donc là on peut voir par exemple que j'ai le projet donc Hello World Console. Il a été buildé plusieurs fois et nous avions des runners qui sont donc maintenant stoppés parce qu'en fait comme c'est des programmes en ligne de commande, dès que la JVM est lancée, ça s'arrête tout de suite. Donc l'autre truc que je peux faire, c'est par exemple je crée un répertoire localement. Je dis, tiens, il y a ce projet Hello World Console, là, il m'intéresse bien. Je veux le cloner localement, en fait, sur ma machine, sur mon Mac, là. Et donc là, je peux voir que du coup, ça a cloné tout mon projet, donc qui est disponible localement. Et donc, si jamais j'ai l'outil Maven qui est aussi sur ma machine, donc je peux compiler facilement le projet. Et puis, si je veux, je peux refaire la même chose. Donc si j'avais un projet qui m'intéressait, donc je peux le passer facilement du cloud sur mon disque ou de mon disque vers le cloud. Donc également, si je modifie le fichier localement, je rajoute un 2 ici. J'utilise la commande push qui va donc dire mes modifications locales, je les contribue à distance. Et donc là, si je réouvre ma classe, hop, si je clique au bon endroit, donc là j'ai le 2 qui a poussé. Donc on voit qu'on peut facilement committer des modifications de l'un vers l'autre. Donc l'autre étape aussi, tout à l'heure je vous avais introduit les factories. Donc on peut voir aussi que quand on a un projet, on a facilement en fait un onglet factory ici. Qui permet donc de générer une URL qui va vous permettre d'envoyer par exemple le projet en cours de développement sur lequel vous travaillez, vous allez pouvoir l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est le mode factory URL où vous avez tous les paramètres en paramètres. Mais vous pouvez aussi donc cliquer sur Generate encoded URL qui vous donc génère une factory que vous pourrez envoyer à d'autres personnes. Donc facilement, juste en cliquant sur un bouton. Maintenant aussi, peut-être qu'on a envie en fait d'importer des projets qui se trouvent déjà sur GitHub grâce à une factory.
Donc là, par exemple, voici un fichier factory.json. Donc dans ce fichier, en fait, on va décrire la version de la factory, le type de repository, dans mon cas, c'est avec un repository Git, l'URL du repository Git. Donc si jamais je vais voir ce repository sur GitHub, ben on voit que c'est une petite web app, voilà, elle est disponible. Je dis, quand tu clones ce repository, je veux que tu ouvres ce projet. Le nom du projet que je vais avoir dans ma factory. Le type de builder. Donc là, en fait, c'était un projet Maven, donc on dit, voilà, je veux que ça soit Maven. Le runner, on dit, bah voilà, mon application est de type web application. Et je veux que le serveur d'application soit Tommy. Donc, j'utilise l'outil en ligne de commande. Je dis je veux utiliser l'environnement de développement local. Alors. Je vais y arriver. Et donc là, si je chope en fait cette URL, si je la colle, ce que ça va faire, ça va donc cloner le repository Git que j'avais, l'intégrer dans code envie, sélectionner le type de runner qui sera donc Tommy. Et donc si jamais ici je fais un run, on voit ici qu'en fait ça sélectionne l'environnement d'exécution Tommy. Et donc dans les traces, on peut voir que c'est Tommy qui a été lancé. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'on utilise les factories, on a un environnement de développement temporaire. Donc en gros, là on le voit ici en haut à gauche, c'est marqué TMP. Donc quelqu'un vous file une factory, vous cliquez sur le lien, et là ça vous ouvre un éditeur en ligne, disponible temporairement. Si vous voulez le persister, vous devez cliquer sur Persist. Sinon, en fait, tant que vous n'avez pas fermé la fenêtre, il est présent. Dès que vous fermez la fenêtre, il disparaît. Oui. Alors, oui, tant qu'il est temporaire, vous n'avez pas fermé. La question, c'est est-ce que je peux committer sur Git? Donc, dans le menu Git, alors, dans mon cas, là, quand j'ai dit le clone de la factory, j'ai dit, en fait, clone, mais en fait, supprime toutes les métadonnées Git. Mais je pourrais aussi dire je veux garder le lien vers le repository Git. Et après, donc, je peux avoir toutes les méthodes. La seule différence en fait en temporaire ou pas, c'est que temporaire, je ferme mon onglet, il disparaît complètement de mon workspace et donc dans mon dashboard, je vois plus le projet. Si je fais persist, je peux le retrouver dans mon dashboard. On peut travailler sur des repos privés aussi? Oui, alors, si jamais... je peux peut-être te montrer... En fait, si jamais vous avez des repos privés de type GitHub, par exemple, vous pouvez donc sélectionner un projet Git et donc il va vous demander en fait, est-ce que vous voulez envoyer votre clé privée, enfin publique. Voilà. Voilà. C'est mieux, c'est marqué public en plus. Donc avec ça, oui, vous pouvez importer facilement des projets privés. Et donc on voit aussi que du coup, si jamais je veux faire la même chose mais sur Tomcat, je peux donc générer une URL de factory. Bon, la seule grosse différence, c'est qu'ici j'ai mis comme environnement d'exécution, je voulais Tomcat 7. Et donc je peux retester mon URL de factory. Et si je clique sur Play, on voit que ça utilise Tomcat 7.
Donc après, si on veut à chaque fois changer d'environnement, on n'est pas obligé non plus de créer des factories en fait. Donc par exemple, ici je peux dire, je vais dans la configuration de mon projet, c'est un projet type Maven, je fais Next, voilà. Et là après je peux donc dire, c'était une web app, c'est Tommy, c'est Glassfish, c'est Tomcat, etc. Donc si jamais je change ici, en fait ça va changer l'environnement d'exécution de mon application. Alors pour l'instant sur les règles de codage, en fait tu peux appliquer différentes préférences sur la factory. Tu peux effectivement définir les settings sur l'IDE. Tu vas lui dire tiens je veux tel ou tel plugin qui va être sur l'IDE. Et tu peux aussi dire tiens cette factory elle va créer un workspace temporaire sur laquelle je vais allouer un certain set de ressources. Donc je vais lui allouer de la RAM, du storage et ce genre de choses. Et tu vas pouvoir appliquer des policies. Donc si jamais dans l'IDE tu as des fonctionnalités que tu ne veux pas qui soient utilisées, dans ce cas-là tu vas pouvoir lui dire non, je restreins l'accès à ces fonctionnalités-là. Imagine que tu as la capacité de faire un deploy sur une passe. Et dans ce cas-là, tu vas bloquer sur cette factory-là le deploy sur la passe. Ou au contraire, tu vas pouvoir créer ta factory uniquement dans cet objectif-là. Donc maintenant, je vais vous parler aussi du SDK. Donc en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Codenvy est modulaire à base de plugins, etc. Et donc vous pouvez aussi vous-même télécharger en fait Codenvy localement sur votre machine, le kit de développement. Donc le kit de développement est sous licence open source, c'est une licence en fait de type Eclipse. Et tout le noyau en fait de Codenvy et le SDK est aussi disponible sur le site d'Eclipse et en fait ça s'appelle donc Eclipse Che. Voilà. Donc en fait tout ce que je vous ai montré là, l'environnement de développement, le SDK, on peut le retrouver disponible en open source sur Eclipse. Et le repository pour l'instant est sur GitHub en fait. Donc maintenant je vais vous montrer donc comment réaliser une extension. Donc la première extension Hello World. Donc là je vais en fait dans un clone du repository donc SDK de GitHub Codenvy. Donc je suis dans la version 3. Donc je lance le kit de développement. Et donc celui-là il tourne localement sur ma machine. Donc là on arrive ici. Donc j'avais déjà aussi créé l'extension. Donc je double-clique sur mon extension. Donc à quoi ressemble une extension Codenvy? Donc là c'est une extension de type Hello World. Du coup je ne sais pas si vous voyez, mais en gros c'est vraiment très basique. Je crée une notification. Je dis voilà, je veux une notification. Et je veux l'afficher comme notification. Donc toutes les notifications qu'on voit ici en bas à gauche dans la zone d'events, eh ben, je vais vouloir créer une nouvelle notification. Donc maintenant je clique sur le bouton Run. Donc là ce qui va se passer c'est qu'en fait on va relancer derrière un nouveau SDK sur lequel en fait on va compiler la nouvelle extension que j'ai et rajouter cette extension dans le Codenvy et créer donc un lien HTML qui va s'afficher ici. Et donc avec ça, je vais pouvoir développer mon application et tester mon extension. Donc pendant que c'est en train de lancer mon extension,
Il faut savoir aussi que donc, la plateforme API, nous avons tout un tas en fait, de modules disponibles. Donc si vous voulez en fait, faire des extensions au niveau du run, il y a toute une API de run, donc par exemple lancer les runs avec certaines allocations de mémoire. Si vous voulez construire des projets, il y a tout un tas de builders qui existent, donc on peut faire des builders de type, il y a Maven, il y a des builders pour JavaScript de type Bower, NPM, etc. Si vous voulez aussi rajouter des extensions, on a donc créé plusieurs extensions, notamment des plugins pour AngularJS, un plugin data source. En fait, on a tout un tas d'API disponibles sur CodeEnvy. Et dans la partie documentation, on peut retrouver également comment coder et développer une extension CodeEnvy. Donc, je reviens maintenant à mon extension. Je vois ici qu'on a donc un lien. J'ouvre ce lien et là donc on voit au lancement en fait de mon nouveau CodeEnvy que ça marche. On a une nouvelle notification qui a été affichée Hello World CodeEnvy. Là maintenant j'aimerais dire Hello World Jacques Samerkamp. Et en fait quand je reviens ici j'ai donc le bouton Update Extension qui va donc en fait mettre à jour l'extension que je viens de réaliser. Et donc là le but c'est que ça remplace Hello World CodeEnvy par Hello World Jacques Samerkamp. Donc comme vous pouvez le voir, ça utilise en fait la compilation GWT, puisque les extensions sont réalisées à base de GWT. Et donc voilà, ça a tout recompilé et ça marche. Donc j'ai arrêté le SDK local. Il y a tout un tas d'exemples en fait, qu'on peut retrouver sur le site internet sur comment développer ses propres extensions. J'ai 2-3 trucs d'ouvert. Donc maintenant, je vais vous montrer encore d'autres use cases de projets avec CodeEnvy. Donc on a vu un exemple avec une application Spring. L'idée là maintenant, c'est de vous montrer aussi qu'on peut réaliser des applications qui utilisent le display X11, quoi. Donc là, je vais avoir une application de type Swing. Donc là, je lance, encore une fois. Donc on est en train de dérouler toutes les étapes dans Docker. Oui, alors après c'est le scénario classique de Docker. En fait, dès qu'on relance, si on n'a pas modifié aucun des fichiers, en fait, tout est dans le cache, donc le redémarrage est quasiment instantané, quoi. Et donc là, du coup, on voit qu'on peut donc tester notre application graphique. Donc ça ne se limite pas à des applications de type web app ou des applications qui envoient sur la console système, quoi. Alors, maintenant, je vais vous montrer aussi... Donc ce matin, en fait, on a eu une présentation avec Docker qui disait, voilà, je veux partir de rien, c'était David. Il disait, par contre, j'ai quand même installé Docker sur ma machine. Donc là, l'idée, c'est qu'on va même plus installer Docker sur notre machine, parce que ça tourne à distance, quoi. Donc le seul truc à installer sur sa machine, c'est un navigateur Internet. Donc normalement, tout le monde l'a, quoi. Donc là, je vais reprendre l'exemple de... C'est pas celui-là. Donc je me relog.
Donc là, j'utilise en fait le site distant. Et donc, avec Code Envie, on peut donc personnaliser en fait les scripts de démarrage de Docker. Donc, en ajoutant un fichier qui s'appelle run.dc5y pour run Docker Code Envie. Donc, on peut donc personnaliser la recette, le script d'exécution Docker. Donc là, je vous ai mis ici le script Docker par défaut lorsqu'on choisit l'environnement d'exécution Tomcat7. Donc il est assez simple en fait, c'est de dire voilà, j'utilise l'image Docker JDK7 Tomcat7. J'ajoute mon application, donc $app$, ça c'est en fait une clé spécifique à Code Envie qui va donc remplacer ça par le chemin de l'application qui aurait été construite et va la copier vers webapps root.war. Donc pour information, j'ai donc aussi montré le contenu de ce fichier Docker. Donc c'était en gros, ça prend un Tomcat7, ça va le télécharger sur Internet, ça supprime toutes les web apps existantes, ça expose le port 8080, on se positionne dans le répertoire bin et on lance Catalina. Donc l'idée là, c'est de me dire, ok, et si j'utilisais Tomcat 8, il n'est pas disponible dans la liste, j'ai envie d'utiliser Tomcat 8 pour exécuter mon application. Donc en gros, je repars de l'environnement JDK7, je dis voilà, je crée mon répertoire Tomcat 8, je vais télécharger Tomcat 8, je supprime les web apps et j'ajoute mon application. Et maintenant, je clique sur Run. Donc là, comme c'est une commande que j'ai encore pas exécutée, c'est un peu plus long que d'habitude puisqu'il faut que ça aille télécharger tout ça. Donc ça, il le fait tourner sur les serveurs de Code Envie ? Alors là, oui, on voit que là, j'utilise vraiment CodeEnvyNext.com, qui est donc une bêta privée, et donc j'utilise vraiment les serveurs Code Envie. Si tu as besoin d'une API ou un switch sur lequel tu veux connecter, tu fais sur un seul Docker sur Code Envie aussi. Alors après, on peut soit personnaliser son script Docker pour ajouter tous les services dont on a besoin, soit après, sinon, ça peut se connecter aussi vers l'extérieur, quoi. L'image Docker peut très bien se connecter ailleurs, quoi. Et on souhaite aussi autoriser le support de plusieurs fichiers Docker par projet. Donc par exemple, on pourrait dire je crée une image Docker pour créer une base de données et après j'ai mon serveur d'application qui se connectera à cette base de données. Dans la version aussi gratuite de Code Envie pour les développeurs, les runners sont stoppés au bout de quelques instants, quelques minutes. Et on peut aussi avoir à disposition des runners qui sont tout le temps disponibles. Donc qui tournent 24 sur 24. Et donc par exemple on peut très bien imaginer créer une base de données ou autre pour des tests. Donc là on voit que ça a bien démarré. Alors il faut voir là-dedans, si on voit du Tomcat 8, voilà. Donc on voit ici que ça a démarré sur Tomcat 8. Et si je clique sur mon application, elle continue à fonctionner. Et j'utilise Tomcat 8. L'autre truc que je peux faire aussi avec Code Envie, c'est que je peux donc cliquer sur l'onglet Terminal. Et là, je me connecte du coup dans l'image Docker. Et donc là, je peux vérifier. Donc là, je crois que c'était... je sais pas du coup... Problème de taille, voilà. Bon, ça ressemble plus à rien, mais voilà. Et donc je peux aller dans mon répertoire. Voilà. Je vais pas y arriver, mais... Et donc on peut se connecter facilement à notre VM Docker, à notre conteneur Docker. Hop. Je ne sais plus comment le réparer, mon truc. Je vais dézoomer. Et on peut se dire aussi, bon, imaginons maintenant, j'avais fait tout ça, si jamais j'avais donc déjà mon image, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Imaginons que j'avais mon image Docker, je l'avais publiée.
peux donc réutiliser mon image existante. Et donc là, pareil, on voit que ça utilise mon Tomcat 8. Donc si jamais j'avais une autre image disponible sur Docker, j'aurais pu la réutiliser. Oui, donc est-ce que je peux montrer la recette d'exécution? Donc là, je relance. Et donc ici, on a un petit bouton qui permet de voir en fait la recette qui est utilisée en fait pour chaque lancement de mon application. Donc je vais vous parler maintenant aussi du plugin AngularJS, donc qui permet de lancer des projets de type AngularJS ou Grunt ou Gulp avec Codenvy. Donc il y a aussi une intégration avec NPM et Bower. Donc si jamais vous avez des fichiers bower.json, ça va télécharger les dépendances Bower. Si vous avez donc des fichiers package.json, ça télécharge les dépendances NPM. Et l'autre truc aussi, si vous utilisez Yeoman pour bootstrapper votre application, vous pouvez aussi donc générer facilement avec un petit onglet Yeoman des contrôleurs ou autres avec AngularJS. Donc je vais vous faire une petite démo. Sur AngularJS ou sur Coffee? Alors pour l'instant on a la complétion sur AngularJS, par contre vous pouvez en fait développer avec Coffee si vous voulez sans problème. En fait, c'est au niveau de l'exécution, on supporte Grunt et Gulp sur votre framework et Maven pour Java, mais pour JavaScript, c'est Grunt ou Gulp. On peut aussi lancer un Tomcat ou autre qui donc va déployer en fait toutes les sources de votre application également. Donc là, je prends un projet de type Yeoman, donc qui avait été créé. Donc, qu'est-ce que je peux montrer? Hop. Donc, quand vous êtes aussi dans le code HTML, vous pouvez avoir la complétion de tout ce qui est directive AngularJS. Si vous mettez donc les accolades, elles se ferment automatiquement. Donc l'autre truc, on va faire le run. Donc là, ça va lancer notre application en fait AngularJS. Donc en fait, c'est l'application de type Yeoman. On fait Yeoman Angular App et ça va donc nous générer une application Hello World. Donc là, c'est la première fois aussi que je lance mon application, donc ça va télécharger toutes les dépendances NPM. Donc ça prend un peu de temps. Et on peut voir aussi ici, donc sur la droite, on a le panel qui permet de générer des contrôleurs, des constantes, des directives factory. Si vous connaissez Yeoman, vous pouvez donc voir tout ce que vous pouvez générer, quoi. Et quand on est aussi dans les scripts, vous pouvez avoir aussi les templates d'exécution. Donc, si jamais vous voulez voir tous les paramètres AngularJS, ils sont là. Et donc, vous pouvez aussi voir tout ce qui est disponible. Si vous allez dessus, alors, est-ce que ça finit? Non, c'est encore pas tout à fait fini. Donc on va croiser les doigts pour que ça télécharge toutes les dépendances comme il faut. On y est presque.
Bon, sinon, je peux donc parler de la suite. Donc on a envie aussi de compléter en fait le support AngularJS dans CodeEnvy, donc en rajoutant la complétion dans les expressions, pouvoir naviguer de filtre en filtre, de module en module, de directive, pouvoir chercher des dépendances NPM ou Bower facilement avec des menus. Au niveau des tests aussi, pouvoir facilement lancer les tests depuis CodeEnvy. Et puis suivre tout ce qui est développement actuel sur la prochaine version de AngularJS avec AngularJS 2. L'idée aussi, c'est d'avoir un prompt en fait qui va vous permettre de générer votre projet avec Yeoman, avec tout ce qui est mode interactif de création de projet. Donc toutes les questions que Yeoman peut vous poser en fait pour créer un projet, retrouvez ces modules-là dans CodeEnvy. Donc, mon application a pu démarrer. Et donc, je peux la tester, voilà. Elle fonctionne. Donc, je vais l'arrêter. Et donc, si jamais je modifie aussi. Donc là, si je n'ai pas sauvegardé, donc comme en fait je n'ai pas modifié le fichier package.json, toutes les dépendances en fait npm sont déjà là, et donc le relancement de l'application est beaucoup plus rapide. Donc si je reclique dessus, voilà, ça marche bien. Donc maintenant, je vais vous parler d'un autre plugin, qui est le plugin DataSource. Donc comment faire en fait pour tester le plugin? Donc j'ai créé un projet CodeEnvy de type PostgreSQL. Et donc il y a un fichier run qui est associé, donc ça va lancer une base de données et je vais pouvoir donc me servir de cette base de données pour pouvoir m'y connecter depuis CodeEnvy. Je pense qu'on peut faire plus simple, mais c'était pour montrer en fait qu'on pouvait lancer également des bases de données facilement. Donc toujours un peu de temps parce que c'est la première fois que je le lance sur cet environnement. Donc en fait là ça lance aussi l'application et on a une application Java associée à ça. Et que fait l'application? Elle va donc se connecter à la base de données qui est démarrée par Docker, utilise des variables d'environnement où elle va recevoir le login, le password et le nom de la base et va faire tout un tas de requêtes SQL. Donc là-dedans, je peux retrouver le mot de passe. Et là-dedans, je peux voir que le port c'est 54 499. Je teste la connexion, donc si ça marche bien, c'est vert. Si jamais je me trompe, c'est rouge. On est d'accord. Donc du coup maintenant j'ai un onglet Data Source où je peux donc me connecter et retrouver donc la base de données qui est associée. Et donc je peux voir qu'il y a une base de données avec une table qui est test users avec des entrées. Je peux donc créer des fichiers SQL aussi. Donc si par exemple je veux savoir ce qui se trouve dans ma base, je peux donc sélectionner la ligne de l'instruction que j'ai envie d'utiliser, je fais execute query, et là ça m'affiche le contenu de ma base. Je peux aussi insérer des données,
Donc si je fais plusieurs fois, on voit que du coup, ça a inséré les entrées dans ma base de données. Et on a aussi donc la complétion. Donc si jamais je souhaite supprimer des entrées, je peux donc sélectionner le delete. Là, je peux donc demander, je veux donc la table test users. Là, je veux sélectionner tous les... Et comme je l'avais déjà écrit ici, je vais gagner du temps. Donc là, je vais supprimer toutes les entrées en fait qui sont mon adresse mail. Voilà. Et si jamais je resélectionne mon entrée, voilà. Et si jamais je fais ça, je peux aussi donc exécuter tout ce qui est dans mon fichier. Je peux également du coup exporter toutes les données CSS au CSV. Donc toutes les données qui sont stockées dans ma base de données, je peux donc les télécharger et les éditer. Là ça m'ouvre Excel, mais bon, on peut utiliser autre chose après. Voilà. Maintenant je vais vous montrer aussi du coup ce qu'on envisage comme amélioration. Donc pour l'instant en fait le plugin DataSource se connecte que sur des bases de données de type SQL classique et puis aussi sur les bases de données de Google Cloud. Par contre on n'a encore pas le support de bases de données de type NoSQL quoi, comme MongoDB, MariaDB, enfin voilà. Voilà. Et pour terminer, j'ai montré aussi donc le plugin Eclipse. Si jamais en gros vous avez tous vos projets qui se trouvent sur CodeEnvy, vous pouvez télécharger. Donc vous avez l'option CLI pour faire un checkout de vos projets. Et vous pouvez aussi utiliser le plugin Eclipse. Donc si je retrouve Eclipse dans tout ça, voilà, hop. Ouais, il n'utilise pas assez. Ça va être dur. Donc là je dis je vais importer un projet depuis CodeEnvy. J'ai ajouté mes deux environnements, donc bon, celui-là, allez. J'avais donc déjà ajouté aussi mon adresse mail, elle avait été sauvegardée. Donc là, je vais prendre mon projet Hello World. Donc là, je préviens, il va y avoir un petit message d'erreur. Voilà, c'est celui-là. C'est en cours de traitement, mais ça marche quand même. Je dis, voilà, je convertis ce projet au format Maven. Et donc là, on retrouve facilement donc, mon 2 de tout à l'heure. Et je peux donc aussi dire, voilà, je passe à 3. Et je peux donc cliquer sur mon projet, aller dans Team et faire donc un push. Si maintenant je retourne dans mon projet Hello World Console et que je réouvre le projet, voilà. Donc voilà, je suis passé à 3 et inversement, si jamais ici je mettais allez, 5, je reviens dans mon Eclipse et je fais donc Team Update. Voilà, donc on peut donc facilement, si jamais on veut contribuer à la fois avec un éditeur classique ou dans CodeEnvy, faire le mix des deux côtés. Et tout à l'heure, j'avais parlé donc aussi du partage de connexion en fait. Donc si jamais je vais sur CodeEnvy Next par exemple, donc ici je peux aller voir les développeurs. Et donc là j'ai par exemple ajouté un autre développeur qui s'appelle, bon, j'ai créé une adresse mail bidon. Et donc j'ai dit que je voulais partager mon workspace avec quelqu'un d'autre. Et donc si j'ouvre CodeEnvy en fait avec un autre client, je peux donc retrouver en fait tous les workspaces de l'autre personne. Et donc je peux également lancer le Hello World, etc. Comme j'ai les droits de modification, je peux faire donc toutes les modifications que je souhaite. Et si je veux créer un projet, là du coup ça me demande est-ce que tu veux créer le projet dans ton workspace ou dans le workspace en fait de l'utilisateur qui est partagé. Voilà. Il est 16h, c'est la fin. Voilà.
Donc je vais prendre les questions. Alors il y en a deux, le premier. Est-ce qu'il est prévu un debugger en fait? Oui, alors il est prévu un debugger. J'ai pas pu le montrer dans la démo, mais oui, il y a un debugger Java qui vous permet donc de poser des points d'arrêt et de s'arrêter en fait dans votre code et de voir donc l'état des variables, avoir les classiques donc next, rentrer dans la stack, voilà. Oui. Alors l'historique des changements, historique des changements avec Git ou pouvoir faire un undo. Le push, ouais. Alors, soit après, sur la synchronisation plutôt. Alors non, il n'y a pas d'historique local. C'est soit vous committez tout dans Git et donc vous pouvez annuler tout l'historique Git. Voilà. Et on prévoit aussi un mode de synchronisation, donc plutôt que de faire des pulls, des push, pull, etc., mettre un mode sync et d'utiliser donc le projet Eclipse Flux qui permet donc d'avoir deux IDE. Donc par exemple, je suis dans Code Envie, je suis dans mon Eclipse, je modifie le fichier dans Eclipse, je vois les modifications de l'autre côté, quoi. Oui, à gauche, allez, ce coup-ci. Alors ça marche, alors c'est collaboratif, et oui ça marche, mais c'est un travail en cours d'écriture, quoi. Donc c'est des gens de Serly qui... Tout le monde se retourne, mais ils sont là. Et donc, oui. Je vais prendre une question là-bas derrière. Alors, pour le user dashboard, on peut utiliser, oui, Code Envie. Toute l'application qui était AngularJS, elle fonctionne dans Code Envie. Jusqu'à présent, il manquait le support des multimodules Maven. Là, c'est en cours de réalisation, donc on peut utiliser Code Envie pour coder Code Envie, quoi. C'était la même question, du coup. Ok. Ouais. Ouais, le modèle économique de Code Envie, en fait, parce que vous faites tourner des conteneurs Docker à distance, donc du coup ça coûte un peu de fric. Ça va être quoi le modèle? C'est quoi le modèle? Alors, il y a quelqu'un qui est responsable ici, mais... En fait, un compte gratuit. Oui. Donc un compte gratuit chez CodeEnvy, c'est 256 mégas de RAM. Et donc c'est 256 mégas de RAM, soit pour le build, soit pour le run. Et après, pour $1 par an, on peut passer à 2 gigas de RAM. Donc ça laisse déjà pas mal de possibilités. Et du coup, nous, on vend de la RAM. Donc basiquement, si vous avez des besoins supplémentaires pour une application particulière, et ben dans ce cas-là, on va pouvoir monter sur la RAM. On utilise les capacités du cloud pour ça. Ce qu'on vend aussi, c'est un runner qui va être toujours on. Donc ça, c'est une option, c'est un package. Après, on va avoir... donc ça, c'est vraiment les offres pour la version publique SaaS. On a aussi un package organization, donc qui permet de gérer un compte entreprise avec plusieurs utilisateurs sur un même compte et plusieurs workspaces. Et donc là, du coup, c'est pareil, on va avoir différents packages de RAM et la RAM va être allouée en fonction. Et on a une version on-premise, comme Florent. Et là, c'est au nombre de sièges par développeur. Voilà. Oui. On parlait tout à l'heure du projet Chi. Est-ce que c'est la même chose que le projet Flair? Oui, en fait, c'est un renommage du projet. Ouais. Il a été soumis sur Eclipse sous le nom Che, en fait. Et ce sera annoncé en octobre durant EclipseCamp. Donc si vous voulez aussi des petits stickers. Et j'espère que du coup, vous voulez essayer de développer dans le cloud à la fin de la session. Voilà.